Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Ça fait des mois que vous vous préparez, vous avez choisi une course qui vous plaît, suivi votre programme d'entraînement, peut-être même adapté votre hygiène de vie avant votre course. Et voilà qu'arrive la phase d'affûtage. Ces derniers jours avant la course où l'on s'entraîne moins pour être au top le jour J. Sur le papier, le principe est simple, mais dans la réalité, c'est souvent un moment plein de questions pour les sportifs. Est-ce que je m'entraîne trop, pas assez ? Est-ce que je suis en train de perdre ma forme ? Est-ce qu'il faut que je mange plus ou au contraire que je m'affine ? Dans cet épisode, on va essayer de répondre à toutes ces questions pour bien gérer ces derniers jours et surtout éviter les erreurs. Safe Pace, c'est parti. Comme chaque semaine, je retrouve mes experts adorés, préférés, adulés de Safe Pace. Hugo Tormento, Fred Bellovre, Charlotte Morel, ça va les amis ? Très bien. Vous êtes affûtés ? Comme une lame. Comme une lame. On est à Annecy pendant le week-end du Brooks, marathon du lac d'Annecy, et cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Brooks, justement. Et aujourd'hui, pour parler de la phase d'affûtage, on reçoit deux athlètes, deux invités. Salut Stanislas Gruau. Tu es entrepreneur et sportif amateur de très bon niveau. Tu as couru le marathon de Rome en 2h49 et 15 secondes il y a quelques semaines. Le semi en 1h18 et combien de secondes ? Ton record plus 4 secondes, tu Mon peux le dire. record Je sais que c'est ce qui se passe dans ta tête. Voilà. Ça me fait plaisir de le dire. Et d'ailleurs, on avait parié un resto On a parié. qu'on n'a toujours pas fait. Donc dois. on ira se faire un petit resto après le podcast tous les deux. Un petit étoilé. Enfin t'inquiète, Ouais, rien de... trois fois rien. Un petit menu à 300 balles, rien de... Impeccable. Modeste. Bon, en tout cas, tu partages plein de conseils sur tes réseaux sociaux. Tu as lancé une chaîne YouTube aussi récemment où on peut suivre ta préparation, notamment ta préparation pour les championnats de France du 100 km. Donc, on a plein de questions à te poser. Merci beaucoup d'être là pour parler d'affûtage. C'est un sujet que tu connais bien. On accueille également Victor Gardin. Salut Victor. Salut Hugo. Tu es médecin, enfin tu étais médecin, tu l'es toujours, mais tu n'exerces plus. Voilà, il y a 6 mois, j'étais encore médecin. Enfin, je suis toujours médecin, bien sûr. Il y a quand même 10 ans d'études, ça va pas partir comme ça. Enfin, j'espère. Mais oui, actuellement, je n'exerce plus. Voilà, tu es désormais, on peut le dire, trailer professionnel. En tout cas, tu essayes d'en vivre. C'est ça. À temps plein, avec de grandes ambitions en trail. Tu espères rejoindre très vite le haut du tableau du trail français. Et tu vas nous en parler, nous dire comment performer, comment optimiser sa phase d'affûtage, notamment pour celles et ceux qui préparent des trails et des ultra-trails. Pour commencer, je me tourne vers le coach Fred Bellovre, que j'appelle aussi mon petit canard parce qu'il a un rhume en ce moment, ce qui lui donne une voix un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire très simplement, c'est quoi la phase d'affûtage ? Eh bien, la phase d'affûtage, c'est un peu comme affûter un couteau. On enlève de la matière pour faire apparaître la lame bien tranchante. Dans le sport, c'est pareil. On enlève la fatigue, on fait diminuer la charge d'entraînement pour faire apparaître le niveau de performance de l'athlète. Et ben voilà, on peut mettre un terme à cet épisode. Tout est résumé, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez de sa définition de l'affûtage, Victor ? C'est un poète. C'est un poète, hein ? Ouais. Freud, on l'appelle dans l'équipe. À préciser que c'est intéressant avant une compétition, évidemment. Oui, évidemment. Stan, dans la phase d'affûtage, toi, tu es plutôt de ceux que ça fait stresser, de ceux qui sont excités par le fait de moins s'entraîner. Je suis passé par toutes les phases. J'ai eu des courses où j'étais stressé, j'ai voulu faire la séance de trop, j'ai voulu allonger les dernières sorties qui ne devaient pas l'être et je me suis vautré sur des records tentés au marathon que j'ai complètement explosé parce que je suis arrivé fatigué. On va en parler de ces erreurs. Évidemment, on va développer toutes les erreurs à pas faire tout au long du podcast pour donner des conseils à nos auditeurs. Alors, la phase d'affûtage, qu'on appelle aussi tapering en anglais, est la période qui précède une compétition durant laquelle le coureur réduit progressivement le volume d'entraînement tout en conservant une partie de l'intensité afin de diminuer la fatigue accumulée et de permettre au corps d'exprimer pleinement les adaptations acquises pendant la préparation. Ça, c'est la définition. C'est un peu moins bien, mais bon. C'est un peu moins percutant que la tienne. Victor, c'est comment est-ce que tu vis cette période, toi, généralement ? C'est quelque chose que tu apprécies ou que tu redoutes ? Je pense comme beaucoup de coureurs, à mon avis, c'est une phase qu'on n'apprécie pas énormément. Puisque c'est long. En tout cas, ça paraît long. Surtout que l'objectif, il approche de plus en plus. C'est un peu comme les derniers kilomètres d'un semi-marathon. On les voit passer, mais on a le temps de les voir défiler, quoi. Ouais. Et ben là, c'est pareil. Les derniers jours, ils sont anormalement long. On va évidemment parler de la durée de l'affûtage en fonction de la course qu'on prépare. Quelques chiffres pour commencer. D'abord, une étude chinoise de 2023 de la revue scientifique PLOS ONE qui conclut que l'affûtage améliore effectivement la performance. Les athlètes gagnent en moyenne, selon cette étude, 2 à 3% sur leur chrono après un affûtage efficace. Ça peut paraître peu, mais sur un marathon couru par exemple en 3h30, ça fait quand même gagner presque 8 minutes, 2 à 3% de gain, donc c'est vraiment pas négligeable. Et cette étude explique aussi que l'affûtage permet de
maintenir l'effort plus longtemps avant d'arriver au stade de l'épuisement. Ça vous parle, ça, l'équipe, Hugo ? En fait, tu as tellement fait remonter tous les curseurs que tu n'as plus toute cette fatigue lancinante qui se déclenche aussitôt. Donc, tu peux repousser tes limites et tenir plus longtemps toutes tes allures. Physiologiquement, ça sert à quoi l'affûtage ? Ouais, c'est ça, c'est à maximiser son potentiel, donc c'est-à-dire réparer les micro-lésions musculaires qui ont été créées lors de l'entraînement et aussi récupérer complètement au niveau de la fatigue centrale, c'est-à-dire ne plus avoir de fatigue nerveuse et être vraiment complètement régénéré à 100%. Et la phase d'affûtage, elle permet aussi de reconstituer complètement ses stocks d'énergie. Le stock de glycogène notamment, c'est ça ? Notamment, oui, tout à fait. On va développer ce point-là. Stan, comment on calcule la réduction du volume d'entraînement pour les athlètes amateurs On demande à son coach si on peut en avoir un. Et puis les applis maintenant, quelles qu'elles soient, le font naturellement. C'est entre 40 et 60%. Moi, pour faire simple, je fais à peu près 100 bandes par semaine. Donc en gros, pendant les 2-3 semaines d'affûtage là qui sont devant moi, je vais réduire jusqu'à 40. Ça veut dire 2-3 sorties. Mais comme tu l'as dit, faut pas enlever les sorties faciles. En fait, il faut essayer de garder un peu d'intensité pour que le corps continue d'imprimer quand même les allures sur lesquelles tout va se jouer le jour J. Donc là, tu parles de 2-3 semaines d'affûtage, mais c'est parce que tu prépares un 100 km. Ouais, donc là, il faut préciser. arriver frais, méga frais. De toute façon, c'est le but de l'affûtage, arriver le plus frais possible, physiquement, mentalement. Et donc, effectivement, l'affûtage est long. Et donc là, on a le temps de gamberger, de se poser beaucoup trop de questions. Sur un marathon, par exemple, c'est combien de temps une phase d'affûtage sur un marathon ? C'est moins de 3 semaines, non, pour le coup ? 10 jours, ça peut suffire largement. On dit souvent semi-marathon, marathon. La dernière séance dure, elle est 10 jours avant la course. Et sur un ultra, Victor ? Je pense qu'il y en a qui répondent bien à un affûtage plutôt peut-être court, entre guillemets, même si c'est peut-être que 10 jours. Et d'autres, parfois, qui peuvent faire un affûtage de 3 semaines. Il faut tester, il faut voir ce qui correspond. Et je pense que ça dépend aussi du volume kilométrique et des dernières semaines, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avant. Même des derniers mois, je dirais. En tout cas, les études, elles rejoignent ce que tu dis, Stan, entre 40 et 60% de réduction du volume pendant la période d'affûtage. Donc effectivement, si on fait, on va donner l'exemple de 100 km par semaine, qui évidemment est un volume d'entraînement énorme, mais c'est facile à calculer. 100 km par semaine en période d'entraînement haut, ça veut dire descendre entre 60 et 40 km. Ça fait ça, entre 40 et 60 Entre 40 et 60 km par semaine. J'étais pas sûr de moi en le disant. C'est pour ça qu'il fait 100 km par semaine, c'est parce que c'est plus facile à calculer. C'est ça, plus facile à calculer. Mais bon, par exemple, si on fait 40 km par semaine, ça veut dire que la phase d'affûtage, on va plutôt être autour des 20 km par semaine. Des 20 km par semaine. Sur l'intensité et la fréquence des séances, ça c'est important. Affûtage, ça veut pas dire qu'on arrête de s'entraîner. Moi, personnellement, c'est vraiment la fréquence, j'essaie de garder exactement la même fréquence. Donc tous les jours, pour tous toi. les jours, ouais. Même en affûtage. Oui. Enfin, après, il y a peut-être un jour de repos. Peut-être un petit peu plus de jours de repos quand même en période d'affûtage, mais grosso modo, la fréquence reste la même. Je peux m'entraîner peut-être 2 fois dans la journée, malgré tout. Et après, par contre, c'est le volume global qui va diminuer. T'es d'accord avec ça, Stan ? Ouais, après, je suis en train de me dire, on n'a vraiment pas la même vie, mais ça me semble cohérent. C'est-à-dire que tu réduis le nombre de kilomètres, mais tu gardes le même nombre de séances. Ouais. Moi, j'en enlève une ou deux. En général, je fais 5 séances par semaine. Et l'affûtage, je vais en faire 3. Je vais faire 2 intensités et puis un footing rapide, en gros. La journée de repos, Fred. souvent, c'est l'aspect logistique aussi. Ça te permet de prendre une journée complète, tranquille, sans stress, où tu vas gérer ton déplacement, ton matos, tous les à côté de ta compétition. Et ça permet aussi d'avoir une journée pour le travail, essayer de se mettre à jour vraiment pour être disponible le jour de la compétition. Mais c'est pas vraiment pour l'aspect récupération, puisque tu peux continuer à t'entraîner un petit peu tous les jours, mais moins si tu as l'habitude. Sur les intensités, évidemment, pas autant d'intensité qu'en phase de préparation normale, mais est-ce qu'il faut garder quand même ce qu'on appelle des rappels d'allure, c'est-à-dire des intensités très courtes à l'allure de la course. Ça, c'est important, Fred, de garder ces rappels d'allure. Ouais, en fait, l'idée, c'est de maintenir les adaptations musculaires et physiologiques. Donc, on sait que tout ce qui est critères de VO2 max, etc., c'est ce qui chute en premier quand on prend du repos. Donc, il faut maintenir ce niveau de performance avec des intensités courtes. Ça peut être soit des rappels d'allure à l'allure de la compétition, parce qu'en général, quand on fait une compétition type marathon, semi-marathon, il y a quand même 1 ou 10 km, c'est quand même assez intense. Mais on peut se dire aussi, je fais plus vite que l'allure de course pour maintenir les adaptations. Et dans ce cas, je joue uniquement sur le maintien des adaptations et pas forcément sur
le repère de l'allure de course. Alors je rassure nos auditeurs, on va donner des exemples concrets avec des courses précises, des allures précises pour voir à quoi peut ressembler une semaine type d'affûtage en fonction de vos objectifs. Sur le temps que doit durer la phase d'affûtage, on va développer un peu parce que on a reçu il y a quelques semaines joggeuse et Alessia Zarbo dans Safe Pace. Alessia Zarbo qui est record woman de France du semi-marathon. Et voilà ce qu'elle disait sur sa prépa semi-marathon et son affûtage. On écoute et on réagit après. À partir de combien de jours avant la course, on commence à relâcher, à s'entraîner moins dur? En gros, la dernière grosse séance spécifique semi-marathon, elle doit arriver combien de temps avant la course, Charlotte? Moi, j'aime bien la planifier à J-10 J-10. et faire un rappel à J-4. D'accord, donc la dernière vraie grosse séance difficile, elle est à J-10. Ouais, la dernière vraiment grosse à J-10. Tout le monde est d'accord là? Tout le monde dit oui Moi, de la sur un tête? semi, Alessia? je ferai un petit peu plus. Même sur un 10K, je ferai un tout petit peu plus. Mais par contre, Plus, c'est-à-dire? un peu plus. Ma dernière grosse, vraiment celle qui va me laisser des traces, je la ferai un peu plus, vraiment 2 semaines avant. 15 jours plutôt que 15 10. jours. Pour vraiment, ça si je veux performer, vraiment faire de la fraîcheur sur la fin pour avoir vraiment un temps où je vais récupérer de tout mon bloc d'entraînement. Et après, comme tu dis, à J-4, remettre du rythme. Mais c'est vrai que J-10, je sais que pour un 10 km ou un 5 km, ce sera J-10. Stan, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis à peu près d'accord. Pour moi, ça va être un peu plus long parce que la distance visée sera plus longue. Donc moi, je crois que c'est justement ces échanges que j'ai avec mon coach. En ce moment, je suis en train de tomber dans le travers dont on discute. C'est-à-dire que je veux une dernière grosse séance un peu chargée. Et il me dit, non, la dernière, elle est derrière toi. C'est terminé maintenant, qu'on va réduire. Et je lui dis, j'aimerais une dernière. Et donc, il m'a dit, bon, allez, je te fais une concession. Dimanche, tu es meneur d'allure au marathon. Et tu peux faire 15 bornes avant si tu veux. Ouais, j'ai dit waouh, bon, on va voir. Donc peut-être que demain à 6h, je vais partir faire 15 kills avant de faire le marathon. Mais c'est en fait, il veut pas que je fasse une plus grosse séance, plus rapprochée de l'échéance. Victor, la dernière grosse séance avant un ultra trail, par exemple, toi, tu la places quand? 3 semaines. 3 semaines avant. Ouais, ah oui, à peu pour près. vraiment avoir le temps de Ouais, récupérer. Ouais. Après, l'ultra trail, c'est encore différent puisque tu as toute la charge excentrique qu'il faut prendre en compte. Peut-être Donc excentrique, il faut expliquer. en descente. Pardon. Donc, qui fait peut-être pas mal de dégâts musculaires. Mais ça n'empêche qu'encore 2 jours avant un ultra, peut-être que. Alors, il y en a peut-être qui vont dire c'est peut-être trop, mais je peux m'envoyer 5 ou 600 de D- encore 48 heures avant pour faire un rappel, entre guillemets, mais à des allures qui sont confortables. D'accord. C'est pas pleine balle. Et une grosse séance sur un ultra, ça ressemble à quoi? Ça veut dire quoi, une grosse séance ultra? C'est un grand mot parce qu'une grosse séance d'ultra, c'est quoi? Ça peut être une très longue sortie, par exemple. Ouais. Donc, on en avait parlé, les week-end shocks, Ouais. éventuellement. Ça, pour moi, c'est des grosses séances que Ok. je fais relativement peu. Mais voilà, après Stan, par exemple, là, il va s'envoyer 55 bandes demain. Je pense que c'est une grosse séance. Oui, parce qu'il faut expliquer que tu es meneur d'allure sur le marathon Ouais. Brooks du lac d'Annecy et tu mènes l'allure à quelle 3h15 pour 4h37 3h15 du kilo, qui est censé être mon allure 100 km. Donc c'est D'accord. d'où le fait que ce soit une bonne sortie longue. Ça fait quand même une bonne séance. Ouais. Et ça fait une bonne séance. Ouais, ça fait une bonne séance. Tu m'étonnes. Si on fait un marathon le dimanche avec un objectif, on va dire autour de 4 heures, à quoi ça ressemble la semaine idéale qui précède ce marathon, Fred? Alors déjà, mon premier conseil, je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier, c'est comme c'est une période d'affûtage, qu'on a plus de temps parce qu'on s'entraîne moins, le truc à pas faire, c'est « Ah bah tiens, je voulais justement aller faire du jardinage, donc on va faire du jardinage, du bricolage. Il fallait que je bosse sur plein de dossiers, j'ai du temps, je bosse sur plein de dossiers. » Il y a aussi l'aspect fatigue centrale. Il faut Donc il faut pas se combler, reposer. faut Voilà, pas combler le temps libre que nous dégage le fait de s'entraîner Voilà. moins par des activités qui vont nous fatiguer. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, les 50% en moins de volume, le maintien des intensités et la durée de l'affûtage dépend quand même de ta faculté à récupérer. Si tu t'aperçois que sur les séances que tu as fait pendant 3 mois, dès que c'était très dur, tu étais KO pendant 4 jours, bon, ça veut dire que ton expérience fait que, ton niveau de performance fait que t'as pas une grosse faculté à récupérer pour l'instant. Donc la période d'affûtage, elle va être aussi à adapter et peut-être à rallonger. Alors que si tu fais du sport depuis des années, que tu charges, que tu fais des grosses séances, que le lendemain d'une grosse séance, t'es frais comme un gardon, et ben bon, ça veut dire que l'affûtage, il sera moins long, plus court et avec beaucoup de rappels. Donc si je cours 3 fois par semaine, je fais un footing tranquille, une séance de fractionné et une sortie un peu longue pour préparer mon marathon.
C'est le cas de beaucoup de sportifs amateurs qui courent 3 fois par semaine. La semaine d'affûtage, du coup, je fais quoi ? Tu peux maintenir tes 3 sorties pour pas casser ta routine et tes habitudes, ta fréquence de séance. Par contre, au lieu de courir 1 heure, ta sortie en endurance, tu vas faire que 30 minutes. Au lieu de faire, on va dire, 10 fois 1000, si tu prépares un 10 km par exemple, tu vas faire juste des 400 ou des 500 et pas beaucoup pour que ce soit un rappel d'allure. Et puis, 2 jours avant la course, tu peux recourir 20 minutes, histoire de t'aérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des séances test. C'est pas pour se rassurer. C'est pas, oh là là, j'ai fait des 400, mais j'avais mal aux jambes, j'étais pas bien, je suis monté haut en pulse. Ça, les sensations... On va parler de tous les questionnements qu'on a pendant la phase d'affûtage, parce qu'évidemment, ça touche beaucoup de monde. Mais juste par curiosité, quand tu as fait les JO, en triathlon, du coup, format olympique, donc c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied enchaînée. C'était en quelle année les JO ? Les deuxièmes ? 2008 et 2004. Ok, 2008 et 2004. La semaine d'affûtage, elle ressemblait à quoi ? Alors moi, j'avais des semaines d'affûtage assez chargées. Pour le coup. C'est-à-dire ? Parce que déjà, toute l'année, mon entraîneur, quand même, il avait la main lourde, j'ai envie de dire. Mais tous les entraîneurs de triathlon ont la main lourde, puisque il y a quand même beaucoup de volume. Donc je récupérais très bien et j'étais capable de faire des 400 mètres ou des 300 mètres à fond les ballons sur la piste 3-4 jours avant la course. Donc, avant les JO. 10 fois 400 à fond, enfin pas à fond, avec une petite marge quand même, mais quand même bien employée pour maintenir toutes mes adaptations cardiaques, musculaires, pour être sûr de ne pas perdre ce que j'avais mis des mois à acquérir. Charlotte, avant un championnat de France Ironman, triathlon longue distance, tu faisais quoi en affûtage ? Mais c'est bien de prendre la différence, c'est-à-dire que je pense que l'affûtage, il est aussi adapté en fonction de la distance, et peut-être que quand on fait plus de long, réponds à la question, on a besoin de plus de fraîcheur. C'était quoi ton affûtage ? Mais oui, globalement, quand on fait du triathlon, on a un volume qui est tellement plus conséquent, même si on fait 35 heures hebdo, que même à 50%, on est encore à 17 heures. Donc c'est énorme finalement. 17 heures d'entraînement pendant la semaine d'affûtage. Ouais, après avoir un Ironman, moi je me suis rendu compte que en fait, vraiment ne pas avoir peur d'arriver avec beaucoup de fraîcheur, c'était vraiment positif. Ouais. Et j'ai été des fois surprise, en fait, de 3 semaines après un Ironman sur une deuxième course qui était un objectif secondaire. Et donc, en fait, les 3 semaines après un Ironman, faut quand même beaucoup récupérer, donc tu fais vraiment pas grand-chose. Et là, tu te dis, là, je suis complètement désentraînée. Je me suis surprise à être vraiment très, très performante parce que j'avais vraiment complètement récupéré. Et donc, c'est là où tu te rends compte que faut pas avoir peur de récupérer parce que on atteint des potentiels maximum quand tu prends vraiment ce temps-là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on perd en premier, c'est la vitesse. Donc, au plus l'effort de la compétition est long, au moins on est regardant aussi sur la période d'affûtage et elle peut s'allonger. De toute façon, elle sera réussite. Alors, ce que tu dis, Charlotte, me fait penser à un ami qu'on a en commun qui s'appelle Sébastien Hervé, qui est notre coach de renforcement musculaire à Biarritz, qu'on embrasse. Et Sébastien, il dit ce que disent beaucoup de gens. Il dit, moi, 2 semaines avant n'importe quelle course, j'arrête. J'ai besoin de me reposer complètement, de faire du jus, je fais plus rien, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, pour arriver le plus frais possible, avec zéro fatigue. Ça, on lui dit quoi, Seb ? On lui dit c'est une bêtise ? Musculairement, il va être frais, mais il y a des chances qu'il perde sa vitesse. Donc, s'il a beaucoup travaillé sa vitesse avant la course et que 2 semaines avant la course, il la travaille plus du tout, c'est dommage, il va perdre des points de vitesse. Ça dépend pas des gens, ça ? Il faut quand même envoyer un petit signal, donc qu'il soit léger, mais pour maintenir les adaptations. Si tu coupes complètement, que tu fais vraiment rien, repos complet, je pense que même musculairement, ça fait quand même très bizarre quand tu mets ton dossard et que tu pars sur les allures de course. Et Hugo, sans même rentrer dans des principes très, très physiologiques et un peu plus compliqués à comprendre, c'est si on est sur des trucs très terre à terre et très cérébral, c'est en fait se rappeler mécaniquement de l'allure, ce que ça fait, ce que cette douleur elle provoque dans son corps, et de pas l'oublier pendant une période trop longue. Sinon, le jour J, quand il faut se rentrer dedans à nouveau, alors que ça fait 3 semaines qu'on s'est rien mis, psychologiquement, c'est un peu plus compliqué d'accepter cette douleur. Victor, tu penses pas que ça dépend des gens, ça ? En gros, il y a des gens qui ont besoin parfois de juste arrêter pendant 10 jours complètement, et ils arrivent, ils ont du coup plein de frustration, plein d'énergie, et ils déchirent tout le jour de la course. Non. Ok. Bon, et voilà. Non, j'ai essayé de défendre ce discours. De complètement arrêter. Ouais, c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. En fait, tu peux très vite te désadapter musculairement. Même, et le pire, c'est de rien faire non plus. Se dire, je suis en affûtage, donc je ne fais rien.
Dans le sens, je ne fais rien, c'est-à-dire que je passe ma journée au lit ou assis sur une chaise à justement faire des tâches administratives. Personnellement, c'est un de mes pièges parce que des fois, je me dis, je suis en affûtage, très bien, je vais faire mon plan de course. Je passe la journée sur mon ordi à faire mon plan de course. Mais en fait, c'est dramatique. En une journée, Pourquoi c'est dramatique? J'ai l'impression de perdre des points de vie direct. Mais ça, c'est direct. C'est une impression, ça. Ah non, je le palpe. Tu le palpes. On veut pas savoir où. Ouais. Toi aussi, Stan, tu palpes ce type de désentraînement. Mais j'avais lu que en fait, si tu dors en fait et que tu fais rien du tout sur la partie d'affûtage, tu peux perdre jusqu'à 5% en fait de tes capacités. Et je me demande, je fais un peu le contradicteur, mais je me demande si c'est pas moins pire que de en fait rien faire, se surentraîner et là exploser parce que t'arrives fatigué. Donc je sais que tu perds, mais est-ce que c'est peut-être pas moins grave d'être dans le cas de votre surentraînement. Dis le mec qui voulait une nouvelle séance juste avant ça. D'accord. Mais c'est pour Dis le mec complètement addict qui dit s'il te plaît, donne-moi 50 km à faire avant ma Je course. suis d'accord avec ce que tu dis. Si tu compares le repos complet ou le surentraînement, je pense que le surentraînement peut être bien plus néfaste en termes de performance. Victor. Mais dans les deux cas, en fait, on remarque que cette phase, elle est vraiment absolument capitale. C'est-à-dire qu'on peut vraiment complètement bousiller une prépa sur ces 10, 15, 21 jours de restant avant une compétition. Alors, revenons à la science, puisque l'étude de PLOS ONE de 2023 dont je vous parlais au début, elle explique un truc un peu technique mais très intéressant et qui fait écho à ce que vous venez de dire, c'est que les athlètes qui pratiquent l'overload, donc la surcharge, c'est-à-dire une période d'entraînement un peu plus intense que d'habitude juste avant l'affûtage, donc juste avant la période d'affûtage. Ça, c'est bien, ça. Voilà, qui mettent une surcharge juste avant. Et ben, ils ont de meilleurs résultats que les athlètes qui ralentissent simplement le rythme pendant la phase d'affûtage. De s'entraîner comme un bœuf juste avant de commencer l'affûtage, ça peut être utile, Fred. Tu lèves le doigt, donc je te donne la parole. Gros warning, quoi. Gros warning, ça veut dire quoi? S'entraîner comme un bœuf, s'entraîner encore plus dur que ce que déjà tu t'entraînais dur avant. En gros, c'est ce qu'ils disent là, oui. En fait, j'ai lu l'étude et je voulais juste la tempérer. Il y a une notion de, pour être exact, de surmenage fonctionnel qu'il ne faut pas atteindre quand on va s'entraîner encore plus que d'habitude. Et cette notion de surmenage fonctionnel, c'est du surentraînement, mais fin, où tu peux continuer à t'entraîner, mais quand même tu rentres dans une fatigue que la période d'affûtage ne va pas être capable d'effacer. Vous avez déjà testé, Stan et Victor, cette surcharge avant affûtage? Moi, c'est ce que je vais faire là. C'est-à-dire que là, c'est les 10 plus gros jours de ma prépa et c'est avant de me calmer et de me mettre... mais tu vas peut-être pas atteindre le surentraînement non plus. Ça reste les plus grosses semaines. Ça reste les plus grosses semaines. Moi, c'est les plus grosses semaines. Après, c'est quand même le principe de base de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a des phases de charge et de surcompensation qui permettent de progresser. Donc, on a des phases d'alternance, des périodes d'alternance et de surcompensation, quoi. Là où l'étude elle est intéressante, c'est que pour avoir un effet rebond, il faut aussi s'entraîner. Et ça, c'est une notion de l'affûtage, s'entraîner dur avant. C'est une notion de l'affûtage, c'est que se reposer avant une course, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais sans s'être réellement entraîné avant. Oui. Bon, c'est sûr que ça marche moins bien. Si tu te reposes et que tu t'es pas entraîné, oui, je pense j'ai fait une prépa affûtage. Alors, on va passer à la partie qui, je pense, intéresse le plus nos auditeurs. Ce sont les erreurs à éviter pendant la phase d'affûtage. Alors, il y a notamment une erreur qui est liée à l'inquiétude de tout faire foirer au dernier moment ou de vouloir rattraper les choses en dernière minute. Je me suis pas assez entraîné, je vais profiter de la phase d'affûtage pour rattraper mon retard. Je vais vous donner quelques idées reçues et vous me dites si elles sont vraies ou pas. Idée reçue numéro 1. Si je m'entraîne moins pendant l'affûtage, je vais perdre en niveau. Vrai ou faux? Faux. On en a déjà un peu parlé. Je dois manger plus pour me créer des réserves pour le jour J. Alors, tout dépend ce que tu mets dans ton assiette, mais l'objectif des 3 jours, donc là, c'est plutôt sur la fin de la phase de l'affûtage, c'est quand même de maximiser les réserves de glycogène. Donc, on doit augmenter... donc les fameux plats de pâtes, de riz... Il y a différentes façons, exactement. Différentes stratégies, ça peut être aussi de la malto. On parle bien juste des 3 derniers jours avant la course, pas de toute la période d'affûtage. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas manger plus pendant les 2 semaines d'affûtage. Non, et même, je dirais même, faut quand même vraiment faire attention à ce qu'on met dans son assiette parce qu'on réduit le volume d'entraînement. Donc, moins de dépenses caloriques. Donc, faut pas non plus manger tout et n'importe quoi. Faut rester attentif à ses besoins, quoi. Victor, comment on fait la balance entre faire du stock d'énergie avec la nourriture et essayer d'arriver le plus léger possible pour courir plus vite? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se disent est-ce qu'il vaut mieux que j'essaye de perdre un peu? Moi, j'en fais partie, je me pose souvent ces questions. Est-ce qu'il vaut mieux que je maigrisse un peu avant ma course pour être plus léger et aller plus vite? Ou est-ce que c'est un peu risqué de faire ça? Moi, personnellement, la science, elle dit, a priori,
qu'il faut maximiser les stocks de glycogène. Et pour ça, il faut tourner environ à peu près 10 à 12 grammes de glucides par kilo de poids corporel par jour, pendant 2 à 3 jours. Mais en fait, quand Les on 2 à regarde, 3 jours qui précèdent la course. Ouais. Et ça, quand on regarde exactement, en fait, il suffit de prendre du riz sec et de le peser, et ça fait, on se rend compte que ça fait quand même beaucoup de riz. Il ne faut pas oublier du coup de bien boire, parce que les stocks de glycogène se font avec également de l'eau. Donc il y a les glucides et il y a de l'eau. Si on boit pas assez, c'est pas bon non plus. Donc l'idée de perdre du poids pendant la phase d'affûtage, c'est une mauvaise idée. Au contraire, on va même en prendre un petit peu, parce que justement, on va regonfler les stocks de glycogène au maximum. Donc il ne faut pas s'inquiéter de prendre un petit peu de poids. Ça veut dire que justement, les stocks de glycogène se font bien. Charlotte ? Ouais, en fait, la prise de poids, si elle est de qualité, c'est-à-dire via l'augmentation de glycogène, c'est OK. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est prendre du poids parce qu'on mange des desserts, des sucreries, des pas Fred. trucs. Moi, Mais par contre, jamais des ça. c'est un peu comme vouloir rattraper le temps perdu et s'entraîner plus sur la phase d'affûtage. Ah, on va y venir ça. Vouloir s'affûter au dernier moment, c'est-à-dire perdre du poids au dernier moment, c'est trop tard. C'est un peu comme l'entraînement. On ne rattrape pas les séances qu'on n'a pas faites. On ne perd pas le poids qu'on voudrait perdre la dernière semaine. On risque juste de se fatiguer en fait. Voilà, exactement. Et ça se travaille aussi sur les semaines avant l'objectif. Stan, est-ce que tu modifies quelque chose dans ton alimentation pendant la phase d'affûtage ? Alors c'est même moi un peu plus que la phase d'affûtage. Moi c'est 1 mois avant, plus d'alcool. Ça c'est psychologique, je me suis mis ça toujours, mon objectif de l'année, etc. Et ça pour toi c'est vraiment dur. Et ça, c'est effectivement, mais heureusement, je suis bien accompagné. Donc ça c'est le début en fait de. Je plaisante, Stan n'est pas alcoolique. Si vous nous écoutez, c'est une blague qui est hors de tout contexte. Donc je mange pas n'importe quoi. Je fais un peu gaffe à ce que je mange. Et c'est tout. Globalement, je change pas grand-chose. J'essaie de bien dormir. Franchement, avec les mondes connectés. Alors ça, on va y venir au sommeil. On va y venir parce que c'est un point important. Victor, tu changes quelque chose au niveau de l'alimentation ? Oui. Ouais. En fait, pour le coup, j'essaie vraiment de faire très très attention à bien remplir mes stocks de glycogène. Et c'est pas évident en fait. Là, typiquement, avec la vie professionnelle et tout ça qu'on peut avoir à côté, ça peut être compliqué. Là, typiquement, j'étais sur des déplacements juste avant le semi-marathon. Et je sais que j'ai un peu galéré pour vraiment bien remplir mes stocks de glycogène à partir de J-3. J'avais pas bien prévu tout simplement. Donc je sais que j'ai pas assez mangé au début. Après ça va, je me suis bien rattrapé et c'était entre guillemets que pour un semi-marathon. Donc c'est un effort qui va peut-être pas vider totalement les stocks de glycogène. Mais ça, j'y fais hyper attention et tout particulièrement avant un ultra trail. Ouais. Alors, à propos du poids, Stan, tu as fait une story il y a quelques semaines dans le cadre de la préparation d'une course de 100 km que tu as partagée en story. On te voit sur la balance qui affiche un poids de 75 kg. 75,95 kg. Et tu écris, je cite, affûtage naturel en cours. Ça veut dire quoi, affûtage naturel en cours ? En fait, moi, je remarque que depuis, ça fait 20 ans que je cours et ça fait à peu près 20 ans que systématiquement, j'ai une évolution de mon poids avant les échéances qui est à peu près toujours pareil. Si tu me donnes un mois de l'année, je peux te donner le poids que je vais faire, quoi. Grosso modo, mes dossards de marathon, ils sont au printemps et je sais qu'à Noël, je fais 80 kg et j'arrive sur la ligne de départ, je risque de faire 75,5 quoi, systématiquement. Et donc en septembre En septembre, si je fais l'UTMB, effectivement, je vais être pareil dans les 75. Et donc, en fait, oui, quand je dis affûtage naturel, c'est que on augmente l'entraînement, c'est hyper intense. Donc, moi, je sais que je perds les kilos et je vais peut-être en reprendre dans la phase finale, 500 grammes, machin. Je suis pas un obsédé du truc. Je trouve ça juste intéressant de voir que physiologiquement, ça se matérialise. On parle beaucoup du poids de forme. C'est une formulation qu'on entend beaucoup. Trouver son poids de forme pour le jour de la course. Ça veut dire quoi, le poids de forme, Charlotte ? Il y a le poids auquel on se sent bien naturellement. C'est le poids qu'on a au quotidien, quand on a un bon sommeil, une bonne alimentation, qu'on récupère bien, etc. Et il y a le poids de performance, vraiment, qu'on va rechercher pour des objectifs vraiment spécifiques, où là, on va essayer, un petit peu comme pour l'affûtage de l'entraînement, d'optimiser un petit peu son poids pour être le plus performant possible. Et c'est un poids qui n'est pas tenable au quotidien, sur la longue durée. Donc, on va aller chercher juste pour des objectifs spécifiques et descendre de 500 grammes, 1 kg en fonction des athlètes. Donc ça, c'est individualisé. Chez chaque athlète, c'est très différent et très variable. L'objectif derrière ça, c'est d'améliorer en fait le rapport poids-puissance. C'est de se dire, si on a la même masse musculaire, du coup, forcément, il y a moins de poids à déplacer. Donc, on peut aller plus vite, plus fort et plus loin. Idée reçue suivante. Je m'entraîne moins et pourtant, je suis fatigué. Je vais jamais finir ma course. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ?
Stan. En fait, c'est vrai que dans cette phase d'affûtage, on a des sensations souvent qui sont étranges, qui font qu'on a des idées bizarres, on a envie de changer des choses et tout, parce que on s'entraîne moins, donc on a l'impression d'avoir les jambes lourdes, on a des sensations étranges, mais c'est normal parce que le corps est en train de s'adapter. Il y a des transformations physiologiques qui se font. Et donc ça, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? C'est très bon signe parce que c'est exactement ce qu'on vient chercher avec cette phase d'affûtage. Mais le problème, c'est comme c'est nouveau, si on ne l'a jamais vécu et qu'on n'a pas fait cette phase correctement, on va être tenté de se dire il y a quelque chose de nouveau qui m'arrive, il faut que j'ai une méthode nouvelle ou que je change ce qui était prévu parce que là je me sens bizarre. Donc je vais quand même courir parce que j'ai l'impression que voilà. Et donc il faut lutter contre ça et il faut ne rien faire et faire confiance au process, quoi. C'est normal d'avoir mal aux jambes, par exemple, pendant une phase d'affûtage, de se dire d'avoir des douleurs qui apparaissent à des endroits où on avait pas mal. Victor, ça t'est déjà arrivé, ça? Tout le temps. Non, après, je pense qu'on est aussi dans un état un petit peu. On s'entraîne moins, on est dans un état où on s'écoute peut-être un peu plus, on a un peu d'hypervigilance. Et le moindre petit truc, on va se dire ah mince, ça y est, je suis foutu, j'ai une blessure. Bon. Tu décris ce que je vis un peu tous les jours, même hors phase d'affûtage. Hein. Non, mais ça se comprend. En fait, quand on est en pleine phase d'entraînement, on sait qu'on va tirer sur la machine, on sait qu'on va être fatigué. Et d'une certaine manière, en fait, les douleurs, on les écoute même pas parce qu'on a accepté que ça allait faire partie de cette phase-là. Et là, on attend tellement cette phase d'affûtage comme étant le Saint Graal, comme tout va bien aller, je vais voler, tout va être facile, que du coup, dès qu'il y a une espèce de truc qui va pas, on s'inquiète et on tremble. Donc, on fait un plan qui est écrit bien en amont et après, pendant que le plan se déroule, on laisse dérouler jusqu'à la fin sans stresser et puis on fait une analyse post-mortem si jamais il y a eu malheureusement un petit couac, mais c'est pas en cours de route. Un gros couac. Il faut le changer. Façon de parler. Point important, le sommeil. Est-ce qu'il faut adapter son sommeil pendant la phase d'affûtage ou est-ce qu'il faut ne rien changer? Fred? Le sommeil fait partie de la récupération. C'est le moment où ton corps, il va, comme disait Charlotte tout à l'heure, réparer un petit peu les tendons, les muscles, tout ce qui a été un peu abîmé pendant l'entraînement. Donc c'est primordial et c'est aussi un moyen de récupérer nerveusement, physiquement. Mais du coup, est-ce que j'augmente ma durée de sommeil pendant la phase d'affûtage? Est-ce que j'essaye de dormir plus, de me coucher plus tôt, de me lever plus tard? Stan, si tu dis peux, Oui, moi, en tout cas naturellement je le fais. Tu dors plus en affûtage? Je fais Tu dors quoi, 1 heure de plus par nuit? Ouais, je vais essayer de dormir maximum, 8 à 9 heures si je peux, quoi. Victor, t'es d'accord? Ouais, moi je pense que je suis complètement d'accord. Surtout, alors pour le coup, pour un ultra trail, il faut essayer d'avoir le plus de sommeil possible parce que forcément, on va passer au moins une nuit dehors, et donc c'est des choses qui marquent. Mais au-delà de ça, c'est dans la mesure du possible, c'est d'avoir un sommeil le plus régulier possible tout le long de la prépa aussi. Et comment on fait du coup si on n'arrive pas à bien dormir? Parce que parfois quand on s'entraîne moins, on est moins fatigué, donc on trouve moins facilement le sommeil. On peut aussi avoir le stress de la course qui se rapproche et qui fait qu'on cogite, on pense à son marathon toutes les nuits. Voilà, De toute façon, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Ouais. Mais c'est pas forcément facile d'avoir un sommeil de qualité quand l'objectif approche, quoi. C'est un peu comme les repas, c'est-à-dire que si tu manges sainement toute l'année, tu vas, tout le temps, grosso modo, et que d'un seul coup tu vas manger un peu n'importe quoi, ça va passer inaperçu. Le sommeil, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si tu as un très bon sommeil, en tout cas au moins les 2-3 dernières semaines avant ta course, et que effectivement la veille, voire l'avant-veille, tu dors un peu moins bien, ce sera moins grave tout simplement parce que tu as emmagasiné beaucoup d'énergie. Ouais, il faut être déculpabilisant par rapport à tout ça. Hein. Faut mettre en place les choses pour réussir au mieux à avoir des bonnes nuits. Et puis, si ça se passe pas, ça se passe pas. L'important, c'est que la routine au global, elle soit bonne. C'est un peu comme un plan d'entraînement au final. Si y a une séance qu'on bâche parce qu'elle se passe pas bien, c'est une séance dans tout un plan et ça va pas tout foutre en l'air. C'est pas parce qu'on rentre dans la période d'affûtage qu'il faut tous les jours penser à la compétition. Ça fait monter le stress, le cortisol, etc. Si on veut bien dormir, il faut aussi rester dans sa bulle et à distance de l'objectif, pas forcément se dire mince, refaire la course 100 fois dans sa tête pendant une semaine. Il y a bien assez le jour de la course. Victor? Et peut-être un dernier truc pour essayer d'optimiser un petit peu ça, parce qu'on sait qu'avec l'excitation de la course, effectivement, on va peut-être un peu moins dormir à l'arrivée, mais avant la course, mais faire attention à certaines choses, type prendre trop de café ou prendre un coca ou dans lequel il y a de la caféine, de la théine, ça. Personnellement, c'est des choses que j'essaie d'éviter au maximum pour justement optimiser mon sommeil, pour ne pas être gêné le soir, faire gaffe à ça. Je suis en train de boire un café, j'ai un marathon demain, nickel. Tu vas pas dormir de la nuit. Voilà. Bravo. Ça revient exactement sur l'épisode qu'on avait fait sur le sommeil, où il nous expliquait cette histoire de piscine, où en fait, forcément, quand on vient créer de la fatigue dans la journée, du coup, quand on plonge dans le sommeil, plus on part d'une fatigue qui est élevée, plus on plonge profond, et donc on peut aller dans un sommeil profond. Là, c'est pareil, il y a moins d'efforts, donc on vient
vient moins à surélever la fatigue, donc on plonge de moins haut, donc on va aller moins profond dans la piscine. Mais si en plus de ça, on y a mis tout un tas d'excitants dans la journée, on va aller encore moins profond. Donc il faut essayer d'éviter toutes ces petites choses que tu es en train de boire d'ailleurs. Voilà. J'ai foiré mon marathon, je viens de l'apprendre. Hugo, je te rassure, si c'est une nuit avant la course, tout le monde dort mal. En général, les départs, ils sont hyper tôt, donc c'est jamais la meilleure nuit. Mais comme on vient de le dire, si les nuits d'avant, t'as bien dormi, tout se passera bien. Merci Charlotte, tu me remontes le moral, merci. Heureusement que tu es là. Stan, un conseil pour un coureur, une coureuse, un triathlète, peu importe, qui stresse pendant la phase d'affûtage. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Le risque, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on change les plans, on change l'objectif, on change la target, on se dit j'y arriverai pas, et on demande de la validation autour de soi, les gens savent pas trop quoi nous dire. C'est exactement ce que je fais aussi. Et le risque, c'est que même ceux qui autour de soi sont pas rassurés, ils vont faire une séance pour se rassurer, et pour voir s'ils sont capables de tenir l'allure. Le conseil, ce serait ne rien changer, essayer de penser à autre chose, ça fait du bien après tout, et puis ça va aussi soulager l'entourage qui en a peut-être marre de cette prépa, ça va leur faire du bien. Salut Marine, spéciale dédicace à Marine l'orphelin qu'on embrasse. Donc je pense pas changer les plans, et voilà, tout se joue à la dernière grosse séance d'intensité en général, où on sait si on valide ou pas les chronos. Si celle-là elle est validée, c'est terminé, on passe à autre chose. C'est normal de douter pendant la phase d'affûtage, parce que moi perso, désolé de parler de mon cas, mais il se trouve que demain j'ai mon premier marathon, donc je suis en plein dans ces doutes là. Je sais plus si je dois partir à telle allure ou telle allure. Fred, confiance. Fred, je me fie à Fred, mais je j'ai pas confiance en moi, je me dis que je vais pas réussir à tenir l'objectif, donc c'est vrai que tu as tendance à demander l'avis de machin, de trucs. Non, en fait, non, tout le monde te dit tout. Dis-tu la vérité, c'est un sale faible. Non, mais tu vois, tout le monde te dit l'inverse. Donc il faut faire gaffe aussi aux conseils que tu demandes en permanence pendant ce moment-là, quoi. Il faut avoir confiance en ton plan d'entraînement, et il faut avoir confiance en cette phase d'affûtage. De toute façon, tu peux plus rien changer, c'est trop tard. Donc il faut pas ni en rajouter ni en faire trop peu. Il faut suivre le plan. Suivre le plan et tout se passera bien. Victor, est-ce que tu as déjà fait des grosses bêtises pendant une phase d'affûtage où tu stressais et tu t'es mis à faire n'importe quoi ? À chaque fois. Alors la dernière fois, c'était quoi ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que mes plus grosses erreurs à chaque fois, c'est de justement rien faire du tout. Et enfin, dans le sens, quand je dis rien faire du tout, c'est passer une journée ou deux, ou peut-être même 3, où je suis sur mon ordi à faire à être complètement sédentaire en fait, complètement sédentaire. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Juste au moins aller marcher le matin, le soir, un petit peu, ou aller à la piscine ou faire du vélo, ce sera mieux que ne rien faire. Enfin, moi, j'en suis persuadé, ça c'est clair et net. Stan, ta phase d'affûtage la plus ratée, vraiment le fiasco que tu as connu? Ça devait être il y a 6 mois pour le marathon de Lausanne. Pareil, je voulais vérifier les allures et j'ai gonflé la plus grosse séance et je suis allé refaire un petit rappel d'allure en discrétion un peu costaud et j'ai crampé, j'arrivais plus à tenir l'allure. En fait, je me suis effondré en fait. Donc, tu voulais te rassurer, en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Et du coup, j'ai pas du tout réussi j'ai réussi pour le marathon de Rome à faire moins de 2,50, mais j'ai fait 2,51 ou 2,52. Ça paraît pas grand chose, mais 2 minutes sur les derniers kilomètres, c'est quand même beaucoup. Ouais, j'ai explosé. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on gagne pas une course grâce à l'affûtage, mais on peut la perdre. Enfin, ou gagner, on s'entend, versus son objectif. Oui, son objectif. Et donc là, en fait, à partir du 30e, dans ma tête, je ne pensais qu'à cette séance que j'avais foirée. Et au 32e, j'étais clignot. T'étais bloqué là-dessus. 5 du kilo, terminé. Et c'est dingue. J'ai perdu 3 minutes en moins de 10 bornes. T'arrivais pas à te sortir de la tête la séance de quoi? C'était l'avant-veille, avant-veille. C'était peut-être une semaine avant. Une semaine avant que t'avais foiré et du coup ça t'a bloqué, quoi. J'ai pensé qu'à ça. Donc en fait, on peut aussi tout faire foirer, quoi. Donc faut être vigilant. Fred, ça t'est déjà arrivé ça? Je réfléchis en même temps. Sur le cours. Après, t'es tellement parfait, toi aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tellement t'as fort. pas beaucoup aussi. raté dans ta vie. Tellement fort et parfait que, au pire, si je rate mon affûtage, je suis qu'à 50%, je gagne quand même. Donc ça se voit pas en fait. C'est surhumain. Voilà. Notre héros à tous. Hugo, c'était déjà arrivé de foirer complètement à cause d'un affûtage raté? Ouais, ça m'est arrivé quelques fois en natation, mais en natation c'est encore un peu différent. En fait, c'est pas pour dire que la natation est un sport unique, mais on est dans un univers qui est complètement différent. Marcher, tout le monde le fait. On est toujours sur Terre, donc courir, au final, c'est pas très loin de marcher. Nager, c'est dans l'univers de l'eau, et dès que tu touches pas l'eau, en fait, tu perds toute sensation dans la flotte. Et donc, il y a toute cette partie-là qu'il faut réussir à gérer, en plus des rappels de vitesse. Et c'est une partition qui est assez compliquée, et plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire des bêtises juste parce que pareil je stressais, donc j'avais un peu de jus, on me disait tiens vas-y fais ça, mais va pas plus loin que ça. Oui bon
j'ai envie de me prouver des choses et je me suis prouvé, mais le jour de la compète, ça marchait plus du coup. Alors, on en a déjà pas mal parlé, mais on finit avec nos très mauvaises idées d'affûtage. J'ai pas eu le temps de faire ma prépa comme je voulais, donc je cale toutes mes grosses séances juste avant la course, et comme ça je rattrape le retard, c'est mieux que rien. Stan, Ça ferait un bon réel Insta, mais très mauvaise idée. ça marche pas du tout, ça, on est d'accord, il n'y a pas d'exemple où ça marche. Non, je pense que globalement, c'est pas une bonne idée. On est plusieurs à déjà avoir testé de faire une dernière séance de muscu un peu tardivement ou un dernier rappel un peu tardivement qui justement réveille vraiment les sensations. À l'époque, je faisais du vélo. Et quand j'avais des week-ends où je faisais 2 courses sur le week-end, une le samedi, une le dimanche, mais j'étais systématiquement beaucoup plus fort le dimanche que le samedi. Ah ouais ? Mais vraiment, il y avait une grosse différence. Moi, personnellement, mes meilleurs fractionnés, c'est systématiquement après une séance de musculation où j'ai porté des énormes charges. Ah ouais. Mais c'est systématique. Et je m'étais Ah même ouais. dit, un jour, je vais faire une séance de muscu de fou juste avant une compète pour voir ce que ça donne. Et tu l'as fait ? Non, j'ose pas. Parce que t'as un gros réveil musculaire, c'est pour ça. En fait, je pense que je recrute à fond et que du coup, après, tous les muscles sont activés. Et du coup, le proxy de ta grosse séance, ce serait peut-être un gros entraînement, un gros échauffement, pardon. Ouais. On dit souvent, en fait, les gens s'échauffent pas assez avant les courses, mais finalement, faire 10 bornes avant un marathon, par exemple, ce que je vais essayer de faire demain, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Non, mais d'avoir un vrai réveil musculaire et d'être vraiment chaud avant la course, c'est vrai qu'on le fait souvent pas assez. Et donc, le premier kilomètre, ça broute, tout le monde est un peu dans le dur. Il faut savoir que quand on fait un entraînement, normalement, on va dire que les effets de la science dit qu'il faut à peu près 10 à 20 jours avant que les adaptations se fassent physiologiquement. Donc, si on respecte la science, on se dit s'entraîner au dernier moment, normalement, c'est pas utile. On finit sur l'équipement parce que c'est un point important. Est-ce que c'est le moment de sortir mes nouvelles chaussures dans la phase d'affûtage en se disant comme ça j'aurai des chaussures quasi neuves pour la course que je vais juste essayer 2-3 fois avant? Bonne ou mauvaise idée? Je trouve qu'il faut au moins les avoir testés une fois avant et si possible sur une sortie suffisamment longue, pas sur un footing de 20 minutes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'échauffement, que pendant plusieurs heures c'est bien supporté, etc. Donc c'est comme la nutrition, c'est comme l'entraînement. Le matériel, il faut quand même l'avoir testé aussi en amont. Après, typiquement, là, personnellement, pour le semi, j'avais testé mes chaussures. Je les avais gardées assez neuves pour qu'elles soient bien répondantes, mais je les ai testées sur des séances clés. Ouais. Mais tu avais validé le modèle. Tu vois, Ouais, tu savais c'est que c'était le aussi. modèle, après que la paire soit neuve et que tu aies couru avec une ou deux fois, ça, ok. Voilà, faut juste la faire un tout petit peu, je pense, Ouais, pas ouais. neuve. Mais c'est vrai que c'est le genre faut de la question que tu garder, vas te poser pendant l'affûtage. Est-ce que le matos va aller suffisamment? Voilà, c'est exactement la question que je me pose. Encore une fois, moi je suis un peu entre deux pointures, entre le 43 et le 44. Et donc j'ai essayé. Vraiment, gros doute. coupe-toi bien les Et ongles. donc j'ai essayé, j'ai fait des séances avec les 43, des séances avec les 44, et j'arrive pas à trancher pour savoir laquelle est la mieux. Et la course Ça est dépend demain, de je la n'ai toujours paire pas tranché. La paire de chaussettes aussi. C'est vrai qu'on parle des chaussures, mais moi je pense qu'il faut tout Ouais. tester. C'est son short, son t-shirt, parce qu'on peut avoir des échauffements aux jambes, sous les bras. Enfin, Moi je vais tirer à faut pile ou face, je tout, pense. tout avoir validé. Marathon, moi je dis vaut mieux plus grand que plus petit. Parce que Ouais. t'as les pieds qui vont, Ah ouais t'as les pieds qui vont gonfler. Si ça tape au bout. Hugo tu il m'a vas dit comment- l'inverse ce midi, tu Ah, vois, c'est comme vrai quoi les conseils, il faut faire gaffe. Ah ouais, ok. Faut faire un pierre feuille petit, ciseaux, si tu sinon. sors À la avec fois, un ongle si tu incarné bouges ou- tout le truc, faut être ajusté, mais faut Ça pas que dépend ça. de comment. C'est ça. Je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, de vous prendre en otage avec mes questionnements. Par contre, couper les ongles, ça c'est quand même important. Enfin, moi je me suis Ouais, fait bon, de toute sauter façon, j'ai un plus ongle. d'ongles, hein, forcément. Alors Ouais. attention, fais-le pas trop court parce que ça peut te faire mal aussi. Voilà, vous saurez tout sur mes ongles. C'est quoi votre modèle favori en ce moment là chez Brooks? Sur le semi, chaussures. t'as utilisé quoi Les Victor Hyperion Elite 5. Ouais, alors C'est content? incroyable. Moi, j'avais jamais testé de paire avec une plaque carbone. Donc oui, je suis content. Ouais. C'était T'avais ta jamais nouveau. testé de chaussures avec des plaques carbone? J'ai découvert la piste il y a 2 semaines. Et T'as fait tout ce qu'il fallait pas faire et tout ce qu'on a dit qu'il fallait surtout pas faire c'est dans pour cet ça, épisode. Hugo et Fred, je vous laisse 6 mois. Non mais c'est vrai, t'avais jamais couru avec une plaque carbone. Non, jamais. Et alors? En fait, je l'ai testé la première fois sur une piste que j'ai découvert en même temps et j'ai trouvé que c'était magique. Ouais. Et là sur la course là, donc t'as fait 1h11 au semi Ouais. du lac d'Annecy ce matin et t'as senti vraiment Là, que les chaussures ont joué un rôle dans la perf? je pense que ça a amélioré mon économie de course. Parce que ça se travaille quand même sur pas 6 semaines. Quoi. Ça prend du temps, je pense, l'économie de course, en tout cas pour l'optimiser. Et moi, je l'ai senti puisque j'ai pas de courbature. Alors, c'était trop prudent. Mais ouais, Attends demain. et ça m'a. Mes premières séances de fractionné il y a 6 semaines, c'était avec une autre paire et j'avais des courbatures pendant 10 jours. Ouais. En trail, c'est quoi? Tu cours sur quel modèle en trail chez Brooks? Cascadia Elite, Ok. c'est magique aussi.
Stan, même question. Ton moi, modèle c'est- favori en ce moment pour le championnat de France du 100 km, Ouais. tu vas faire quoi? C'est les Hyperion Max 3, c'est les jaunes et vertes. C'est une plaque nylon, donc c'est pas carbone, c'est un peu moins agressif, mais c'est surtout une grosse mousse. Oui. Parce que bon, il faut Sans quand même borne. pouvoir encaisser le goudron et les chocs pendant 8 heures, 6 Ah, heures, tu- 7 heures, je sais pas. C'est une question, tu as le droit de changer 6h30. de chaussures pendant la course? Je n'ai Ou- pas réponse à cette question. Dans le règlement FFA, j'imagine. Bon, il Il y n'y a- a pas d'un énorme intérêt, mais au cas Peut-être, où, je sais. Moi j'ai pas prévu de changer de pompe. J'ai jamais rien aux pieds, jamais. Donc là, je pense que ouais. C'est des bonnes chaussures, ouais, qui sont bien dynamiques. Je me sens bien, elles sont un peu vers l'avant, une grosse mousse. Et alors j'en profite, pendant la phase d'affûtage, est-ce que les derniers runs qu'on fait, on les fait avec les chaussures qu'on va utiliser le jour de la course ou on reste avec nos chaussures de footing classiques? Moi, je fais footing classique, je change rien, justement, dans cette, Victor, dans pareil, cette phase. Je change rien. Honnêtement, jusqu'à maintenant, moi, j'utilisais toujours les mêmes chaussures. Donc, là, j'ai découvert le luxe de pouvoir faire une séance de fractionné où je change pendant la séance, je m'arrête, allez hop, on change de pompe. Et je l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Hein. L'équipe, vous faites quoi? Vous gardez le même modèle sur la phase d'affûtage? Moi, je fais la dernière séance de rappel, souvent à J-3 ou celle qui est encore un peu avant, avec la paire de la course. Et après, sinon, tout le reste, c'est mes paires de footing standard. Tranquille pour. Parce qu'en fait, sur les chaussures, il y a. Pour qu'elles soient performantes au maximum, c'est une histoire de mousse aujourd'hui plus que de plaques. Et il faut que la mousse, elle ait bien repris toute sa forme et qu'elle soit bien aérée pour pouvoir avoir le plus de renvoi possible. Et donc, si tu l'as mis la veille, forcément, tu l'as tassé. Et donc, du coup, la chaussure est un peu moins performante. La mousse aussi, le elle a lendemain. besoin d'affûtage. Faut qu'elle récupère. Je vais balancer un secret de Théo d'Etienne parce que je me suis échauffé avec lui ce matin avant le semi. Ouais. Et j'étais deg de remarquer que quand on est parti à deux, lui, il avait pas mis sa paire de Hyperion Elite 5 justement. Et moi, je l'avais au pied. Je fais mince. Et effectivement, on a fait 30 minutes d'échauffement et lui, il avait une autre paire, sa paire de footing classique. Et il a changé pour les la plaques course. et les mousses du coup au dernier moment. Voilà. Waouh. Mais voilà, c'est Malin. pour ça que C'est là qu'on voit les pros. hein. C'est Voilà. Bon, merci en tout cas Victor et Stan, c'était super intéressant. Merci à vous. Ça m'a éclairé sur mes futures phases d'affûtage. J'espère que vous aussi ça qui nous t'a écoutez, qui rassuré. nous regardez, chers amis, ça m'a rassuré un petit peu, ça m'a rassuré. N'hésitez pas à vous abonner à SafePace sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, sur YouTube. Laissez-nous en commentaire aussi votre avis sur ce que vous avez pensé du sujet du jour et peut-être aussi vos conseils parce que c'est possible que vous ayez des conseils qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis c'est l'heure de l'interview tapis, monsieur Gruau. Let's Puisque go pour rajouter comme des tu bornes vas- à cette semaine voilà. d'affûtage. Comme tu vas demain faire un marathon plus 10 km, on s'est dit que tu n'étais plus à ça près et que tu pouvais faire un petit interview tapis la veille. Achevons la bête. Allez, c'est parti. C'est bon, Stan, t'es échauffé? Ça va. Bon, le concept est simple. Hein. Chaque mauvaise réponse, la vitesse augmente. On voit jusqu'à quelle vitesse tu tiens et à combien de questions tu arrives à répondre. Parce que pour savoir si t'es performant, c'est à la fois la vitesse et le nombre de bonnes réponses. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, tu as participé au marathon de Rome. Ouais. Qui a remporté ce marathon? Ok, je l'ai pas. Absel Ruto, le Kényan, qui a terminé la course en 2h06 et 32 secondes. On passe à 11 km/h. Qui est Antonio Rao? C'est en lien avec le marathon de Rome. Antonio Rao, le finisher en 93 ans. Exactement. L'Italien de 93 ans qui a terminé le marathon en Impressionnant. 7h09. On l'a vu passer dans les rues de Rome. Ouais, c'était le Ouais. seul concurrent de plus de 90 Il ans. était après la barrière horaire. Il était après la barrière horaire, mais en fait, toute la ville était derrière lui. Donc en fait, le staff a dit on continue. C'est Donc ça. il s'est fait escorter. C'était Et il a quand même participé à tous les marathons de Rome depuis la première édition il y a 31 ans. Donc chapeau Antonio. bel homme. Quel monument est dessiné sur la médaille de finisher du marathon de Rome? Le Colisée. Le Colisée, bonne réponse. Armand Duplantis, tu vois qui c'est? Ouais. Vient de battre son record du monde de saut à la perche. Ouais. Quelle hauteur est-il parvenu à sauter? C'est un chameau parce qu'il fait ça centimètre par centimètre pour prendre la prime. 6,34. Oh, t'es pas loin. 6,31. 6,31. Il a amélioré son record du monde pour la 15e fois le 12 mars dernier lors de son propre meeting, le Mondo Classique à Uppsala. On augmente à 12 km/h. Effectivement, à chaque fois qu'il bat, il prend un gros chèque. Alors justement, c'était à Uppsala qu'il a battu son record. Ok. Où se situe Uppsala? La ville d'Uppsala, magnifique d'ailleurs, Ouais. avec ses toits en chaume. Non, je sais pas. Chez lui, en Suède. En Suède, bonne réponse. C'est une ville de 250 000 habitants qui est située à 60 km de Stockholm. Dernièrement, Armand Duplantis s'est fait connaître pour une autre activité. Ouais, il a tapé un espèce de rap improbable. Donne-moi le micro, Exactement. je te le fais. La chanson. Excellent. Son premier titre s'appelle Feeling Myself.
Et on vous le recommande. Ah, ça vaut le détour, ça vaut le détour. En tout cas, c'était encore une bonne réponse. Tu es toujours à 12 km/h, bravo. C'est la vraie prépa sans borne. Ah, tu vois, c'est ça. Cet été, tu as participé à la course duo étoilé à Chamonix avec ta compagne Marine L'Orphelin. Ah, je la sens la question. Quel était votre temps exact? On est arrivé 100e couple sur 700 et mon père et le père de Marine, Philippe et Jean-Paul, sont arrivés les derniers. Les derniers? Exceptionnels. Ah oui. On croyait qu'ils étaient dead. On a appelé leur gars et tout. Ils étaient là, mais non, et en fait, papa de Marine est tombé. Et au final, et bref, ils sont arrivés à 2h du mat. Improbable. Et vous alors? Et nous, 20 bornes, je pense qu'on a mis 2h31. Ah, tu te surestimes pas mal, hein? Ah merde. Ouais, c'était 21 km et 1570 de D+. Vous avez mis 3h27. N'importe quoi, j'ai 1h. 3h27. Ce qui est bien déjà. Mais en tout cas, ça monte à 13 km/h, c'est une mauvaise réponse. Tu as battu ton record sur semi-marathon il y a quelques semaines à Barcelone en 1h18 et 51 secondes. C'est le même record à la seconde près qu'une autre personne autour de ce tapis. Eh ben toi, champion. Ah, mais toi, c'est... cette question, c'était juste pour me faire plaisir. Juste pour me faire plaisir. Quel Français est arrivé sur le podium du semi-marathon de Barcelone? Ouais, c'est Lévissé. Non, Emmanuel Rudolph. Ah, c'est lui, Emmanuel Rudolph Lévissé. Ah, ouais. Excuse-moi. Bon, allez, je te l'accorde. Tu bouges pas. Quel a été le chrono d'Emmanuel Rudolph Lévissé, seul Français sur le podium du semi-marathon de Barcelone? 59-50. 59-37. Mais franchement, t'es impressionnant sur les réponses. Tu connais les temps, les noms, c'est assez impressionnant. Ça n'empêche pas qu'on monte à 14 km/h, Stan. Une vraie encyclopédie du running, Stan Gruot. Allure 100 kg. Là, t'es à ton allure 100 km. C'est 4,17, moi c'est 10 secondes de kilo de plus. Victor Gardin, ici présent, Ah, a participé à la dernière édition de l'échappée belle, la Traversée Nord en 2025. Wow. Quel a été son classement au scratch? C'est un trail de 94 km avec plus de 7000 mètres de dénivelé positif. 25, c'est l'année avant qu'il décide d'être pro. Il a bouclé ça en 15 heures, quasiment pile. Donc 15 heures forcément, pile. top 10. Allez, je dirais 6e. Pas loin, 5e. Oh putain. Ah, franchement, impressionnant. On passe à 15 km/h. Quel massif montagneux la course l'échappée belle traverse-t-elle? Beldon. Bonne réponse. Le massif de Beldon. Entre le département de l'Isère et celui de la Savoie. Quel est le point culminant du massif? Le mont Castor. Non, bien tenté. Le grand pic de Beldon. Ah oui. On passe On à va accélérer le finish. 16 km/h. À quelle altitude culmine justement ce grand pic de Beldon? À 100 mètres près. Allez, 2200 mètres. 2977 mètres Oh d'altitude. là là, ça s'accélère. On passe à 17 km/h. On continue sur les résultats de Victor. Il a remporté en 2023 l'Ultra Trail Caldera. En combien de temps a-t-il fini? Sachant que le parcours fait 94 km avec 4000 de D+. 14 heures. 12 heures, 6 minutes et 37 secondes. Sachant que la première femme est arrivée en 16h08 et 33. C'est Marcel Vivienne. On passe à 18 km/h. Franchement, t'es assez impressionnant parce que tu passes du temps à chaque palier parce que t'as beaucoup de bonnes réponses. Mathieu Blanchard a gagné la Lapland Arctic Ultra cette année. Combien de kilomètres fallait-il parcourir dans cette course qui se situe en Laponie suédoise? 160. 185 km avec 1000 de D+. T'étais pas très loin, on passe à 19 km/h. Allez, accroche-toi, Stan. Quel était le temps de Mathieu Blanchard sur cette fameuse Lapland Arctic Ultra? 185 km, 1000 de D+. 30 heures. 38, 37 heures, 56 minutes. Ouais, ça bouge beaucoup. On peut le tenir. Ouais, on le tient. Allez, on passe à 20 km/h. On passe à 20 km/h. Au championnat du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo, qui a remporté le marathon homme de façon doublement historique? Ah merde. Doublement historique. Je sais pas. Le Tanzanien Alphonse Simbu a gagné en 2h09 et 48 secondes devant l'Allemand Amanal Petros avec seulement 0,03 secondes d'écart, l'écart le plus faible de l'histoire des mondiaux. C'était aussi la première médaille d'or mondiale pour la Tanzanie. Allez, on passe à 21. Ah ben non, il est au max. Il est au max. Alors on met de la pente. On met de la pente. Le tapis est à 20%, on met 1% de pente. Combien de médailles la Suède a-t-elle remporté aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina? 22. 18 médailles, 8 en or, 6 en argent, 4 en bronze. On passe à 2% de pente.
Qui a remporté le marathon de Paris chez les hommes il y a quelques semaines? Crie pas. Oui, bonne réponse. À l'automne 2025, Kylian Jornet a bouclé le projet States of Elevation. En quoi consistait ce projet? Aux US. Oui, non, c'est ça. Ah, j'ai beaucoup aimé la dernière réponse. Aux US. Aux US, il a fait tous les... En quoi consistait le projet aux US? tous les sommets aux US. Bon, Stan, impressionnant. 20 km/h avec 2% de pente, franchement, très très solide. On vient de découvrir que ce tapis qu'on a ici spécialement à Annecy dépasse pas les 20 km/h, donc on va devoir mettre de la pente. Je suis pas mécontent. Mais franchement, félicitations. Félicitations, ça, tu t'es senti comment? Tout va bien jusqu'à ce que tu sois plus dans la zone que tu travailles. Ouais. Et là, ça va plus. Non, mais franchement, impressionnant, parce que sur le nombre de bonnes réponses, Les temps, t'as une connaissance de la course à pied qui est assez impressionnante. Félicitations, Stan. En tout cas, merci d'être venu dans Safe Pace. Avec plaisir. C'était super intéressant. Merci, Victor, aussi. Bravo pour ton semi ce matin. Merci. Bravo Stan, je pense que le tapis, il en redemande pas là. Il y a marqué upload error. Affûtage pour le tapis. En tout cas, merci Stan. Merci à notre partenaire Brooks qui a rendu possible cet épisode. Merci à vous l'équipe. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.